Mianté, hola mianté. Je vous propose ce vendredi la deuxième partie de mon interview avec René Calvin, patriarche belgo-camerounais. Bon, je dis, parce que c'est vrai, qu'il a un cœur intelligent. Mianté, euh, j'ai commis une erreur en mettant l'interview de René Calvin la semaine dernière. Je ne l'ai pas véritablement présenté. Je n'ai pas dit qui il était, je n'ai pas dit pourquoi j'ai fait le choix de l'interviewer. René Calvin est un être à part. Et il a surtout une histoire qui est extraordinaire. Je ne suis pas certaine que, avec mon expérience limitée du format, je vous aide véritablement à comprendre la singularité de son histoire. Mais en vous le présentant, je continue dans cette lancée miintée de ce podcast. Ce podcast a un parti pris qui est de dire que les vies africaines comptent et que nos histoires comptent. Nos histoires, même lorsqu'elles n'intéressent pas les autres, sont importantes. L'histoire de René Calvin est extraordinaire. Elle n'a pas à l'être pour être digne de mon attention. Mais lorsqu'on voit sa naissance au Cameroun, son père qui est en prison, ce qu'il découvre plus tard, la musique, la Belgique, le Brésil, ce passionné de musique, comment il devient bassiste, il a une vie en Belgique, son regard sur l'Afrique. Tout cela montre la richesse d'un continent dont on continue de dire qu'il est pauvre. Et en interviewant des personnes comme René Calvin, dont je parie beaucoup de vous n'ont pas entendu parler, dont je parie beaucoup de vous ne savent même pas qu'il a travaillé avec de grands artistes. Pas que Richard Bonnat, je montre cela. Et j'essaye comme ça, à ma manière, de casser ces petits je ne sais quoi qui se mettent sur la route de ceux qui ne renoncent pas à raconter leur histoire, ne renoncent pas à se battre pour devenir visibles. Et qui disent, devant ceux qui disent, oh, so what, ça m'intéresse pas, je ne comprends pas, c'est trop complexe, voilà, ça a une odeur que j'aime pas. De dire non, 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 c'est important. C'est pas vos sentiments, c'est pas vos préférences qui comptent. Ici, indépendamment de tout cela, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se fait. Et en écoutant celui que j'appelle désormais le patriarche Calvin, c'est cela que j'ai à l'esprit, mon raffinement. Sa générosité de cœur. C'est pour ça que je dis qu'il a un cœur intelligent. Lui, contrairement à beaucoup, fait le choix de continuer à s'intéresser à l'autre. René Calvin fait le choix de continuer à s'intéresser aux autres. Et ça, pour quelqu'un qui ne renonce pas à sa camerounité, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de double nationalité au Cameroun officiellement, c'est très important. Et donc, mienté, en nous permettant d'écouter, de regarder la deuxième partie de cette interview, je vous invite à découvrir cet homme qui est un grand artiste. En écoutant ce qu'il fait, en prenant ce ton-là. Il fait beaucoup de tournées en Belgique, sur le continent africain, et soyez juste curieux.
et vous comprendrez pourquoi il montre que nos pays, les pays africains, le Cameroun et le Congo, qu'il y a là une matière grise qui est juste incroyable. Et que la personne africaine a un mérite fou de continuer d'avancer, d'exister, de créer, comme le patriarche Calvin, alors qu'il y a tant d'obstacles, alors qu'on pourrait sans doute se décourager et dire, ok, désormais je ne suis plus que belge. C'est pas le choix du patriarche Calvin. Ce n'est pas le choix du patriarche Calvin. Voilà Miinté. Je vous invite de nouveau à écouter, à regarder mon entretien, deuxième partie, avec le patriarche Jazzman, belgo-camerounais, au cœur intelligent, René Calvin. Quand vous naissez, votre père est en prison. Donc, voilà, il y a cette oppression-là de politique, on ne peut pas parler, peut-être qu'il y a des sujets, c'est quand même les années, oui, où le système politique n'est pas qu'autoritaire. Voilà, c'est vraiment les années de la matraque. Donc, comment vous expliquez que, en dépit du fait que, on pourrait dire que, voilà, il y a enfin, il n'y a pas de multipartisme, il n'y a pas de démocratie, mais vous me dites, le Je, Cameroun, oui, je suis il assez faisait jeune à meilleur cette que le époque. Cameroun. Je suis assez jeune à cette époque et je sais ce que vous dites est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, l'histoire est là pour le vérifier. Je me rappelle que, mais c'est parce que j'étais jeune, donc j'étais pas encore confronté à ça. Mais je sais qu'à une époque, j'étais encore à l'école primaire et il y a eu des tracts un peu, je pense, UPCistes au collège Liberman. Donc, il y a des enfants qui ont disparu d'ailleurs, dont on ne sait pas ce qui, voilà. Et je me rappelle aussi que je pense que c'était en 73 qu'il y avait eu je sais pas, une révolte à l'université, une grève à l'université où l'armée a dû intervenir et je pense il y a aussi eu oui, je me rappelle à notre époque. D'ailleurs, j'ai failli moi-même, je suis allé faire une fête. J'étais pas invité, mais c'est un de mes amis qui était invité chez les Fauchivés, là à la vallée. Et j'ai failli vraiment payer cher pour rien parce que un policier ça s'appelait à l'époque Diedoc ou Siedoc, je ne sais pas pourquoi, il m'en a voulu. Et il a voulu m'enfermer en disant que, voilà, je n'étais pas, il est allé demander au fils Fauchivet si j'étais un de ses amis. Parce que nous, on était arrivés en retard, en fait, à la fête, et la fête, il a commencé. Et je sais pas, on était trois, mais c'est moi qui l'ai vu. Il est en train de m'amener. Et heureusement qu'on lui a dit que mon papa, bon, on savait pas que c'était mon oncle, on dit que mon papa, attention, mon papa est commissaire de police. Et ça l'a. Bon, je pense que je sais pas. Donc c'était à cette époque-là, on ne parlait pas de politique. C'était vraiment pas nous, c'était football, le basket. On ne parlait pas politique. Et je me rappelle les grands frères qui disaient parfois attention, parlez pas politique parce que les murs ont des oreilles. Donc, et je viens aussi d'une famille du péciste. Et papa nous a complètement découragés et conseillé de nous occuper. Le pasteur. Mhm. Mhm. Quand vous avez le bac, quand vous avez le bac, hein, je sais que vous n'allez pas immédiatement, là, vous avez beaucoup de frères qui sont en France, mais on choisit de ne pas vous envoyer en France parce que je crois, pourquoi, comment parce que je sais que vous allez travailler après. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, encore une fois, tout se passe de manière différente pour vous après le bac? Non, mais parce qu'il n'est pas question, il n'est pas question d'envoyer quelqu'un qui va faire de la musique en Europe. Ouais, c'est à l'honneur familial.
Donc, je me rappelle, papa disait, celui-là, ben, on risque de me le rapatrier pour, voilà, donc, ce n'était pas question. Et puis, c'était aussi, je pense, que c'était un défi, il voulait voir un peu, voilà, tu vas aller en Europe, ben, débrouille-toi, quoi. Parce que papa était comme ça, il disait toujours, je donne tout à mes enfants, mais celui qui échoue, ben, qu'il oublie ça. Parce que je vais pas attendre, voilà, on était nombreux dans la famille. Papa était polygame, donc, on était nombreux. Celui qui loupe, il loupe, là. Comme on dit, en Belgique, tire ton plan. Donc, je crois que c'était aussi ça le défi, de me mettre au défi, en fait, de me dire, ben voilà, débrouille-toi ailleurs, même. La veille de mon, de mon départ, moi, je lui avais caché ça. C'est un truc que j'ai fait avec maman. Comme on dit en Belgique, en stummeling, il n'a jamais su. Pourtant, c'est lui qui recevait mon courrier, hein, les courriers qui venaient de Belgique. Il venait juste le jeter devant la porte de mon studio parce que j'ai habité dans le studio à l'arrière de la maison. Il jetait ça. Et la veille de mon départ, j'ai dit au revoir à tous mes amis. On a fait la fête. Je rentre vers 1 heure du matin. J'étais sûr que voilà. Et je me disais, il, il va demander où je suis, on lui dira, il est parti. C'est ce que je voulais. Je me disais, voilà, il m'a toujours pris pour un, voilà, et J'ai là, rien ça va. dit. Non, 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 mon maman m'a encore trahi. Je rentre vers 1 heure du matin, je vois que dans la grande maison, il y a encore la lumière. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je rentre, donc, je prends je rentre dans mon studio et je mets à manger parce qu'on me mettait souvent mon, mon dîner là. Et ma maman qui me dit, ben, qui vient toquer, qui me dit, ben, tu dois aller dire au revoir à ton papa. Je dis, mais non, maman, tu l'as pas fait. Ouais, quoi, c'est moi qui allais subir après, hein. Il allait forcément savoir que j'étais au courant de quelque chose, quoi. Oh, je dis, mais non, 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 non. Il est encore là. Il me dit, mais oui, on t'attend. Et alors, il me vient à Qu'est-ce qu'il dit? l'esprit de me dire, ben, ah non, il sera peut-être fier de moi. Il va dire, enfin, tu m'as montré que je pourrais compter sur toi et que tu avais de l'ambition et tout. Ouais, il m'a passé un savon, un de ces savons. Il dit, ouais, tu m'as caché que tu allais en Europe, machin, ceci, parce que tu ne considères pas que je suis ton papa et tout. D'ailleurs, je te dis, maintenant tu vas aller voir là-bas, hein, c'est pas facile, hein. Et ne compte pas sur, sur moi. Que là, tu vas savoir ce que c'est que la vie et tout. Comme tu t'es toujours amusé là-bas, c'est dur, hein. Et ne compte pas sur moi parce que je vais pas t'envoyer un franc. Donc, je me ramasse encore ça en pleine gueule, comme on dit. C'est un moment, je dis, ben, je vais pas continuer à encaisser ça, donc je me lève pour, il me dit, d'ailleurs, attends, reviens, reviens. Il me ramène pas ces gens-là. Pourquoi la Belgique et pas la France? Parce que j'ai pas fait comme les autres. J'ai toujours été différent. Franchement, j'ai toujours été différent. Déjà dans mes goûts musicaux. Dans mes goûts musicaux, j'ai toujours aimé les choses un peu plus élaborées. Quand j'ai appris à jouer de la guitare, je voulais les accords majeurs et mineurs. Bon, les mineurs, ça allait encore parce qu'il y a il y a de la couleur. Puis j'ai commencé à chercher toujours les accords qui étaient les plus beaux à l'oreille et tout et tout. Et même au niveau de la musique, j'ai presque été, et j'ai aimé le jazz très tôt, alors que il faut une certaine éducation, en fait, On peut me le dire, pour ça. comprendre ce qui se passe. Mais chez moi, c'était naturel. C'était vraiment, c'est, quand j'étais ébloui de voir ces progressions harmoniques sur une guitare et comment on jouait ces sons, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce que je vais les retrouver dans la guitare? Donc, j'ai commencé à me fabriquer moi-même, comme ça, instinctivement, certains accords que je jouais. Et, et quand, après, j'ai dû apprendre la musique, je me dis, bah, ah, mais moi, je faisais ce renversement, je savais même pas dire, je connaissais même pas les noms de mes accords. Voilà. Je le connaissais. Mais vous répondez pas à la question. La Belgique, c'est un petit pays. Papa, ah oui, oui, j'ai oublié, en fait, papa était venu faire un stage, à Lille, je pense. À Lille, c'était en 72. Il était venu pour 6 mois. Il est venu faire un stage à Lille. Et quand il est rentré, il avait dû faire partir sa 404 Peugeot
via le port d'Anvers. Et quand il est rentré, il dit, ben voilà, mais j'ai aimé ce pays-là et tout. À l'époque, il fallait avoir un visa. Et puis, il est parti avec ses collègues des chemins de fer français. Ils ont passé la frontière, pas de problème et tout. Et il nous a dit que c'était un beau pays, qu'il avait aimé visiter le zoo d'Anvers. Voilà. Et il se trouve que quand en 80, je pense que c'était en 82, il y a une Coupe du Monde. Il y a une demi-finale. Contre l'Argentine, l'Angleterre et tout et tout. Et comme moi, je vais toujours, tout le monde voulait le Brésil, tout le monde, moi, je disais, mais non, moi, je veux une finale France-Belgique. Parce que c'était, voilà, moi, je vais toujours, si vous prenez le train à gauche, moi, je le prends à droite. J'ai toujours été comme ça depuis que je suis enfant. Je ne suis jamais, non, je suis jamais dans les rangs. D'ailleurs, je détestais ça. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai été puni plusieurs fois parce que je n'aimais pas me mettre en rang. Et donc, et je voulais absolument que la Belgique gagne cette Coupe du Monde. Malheureusement, ils ont été. Attends, qu'est-ce que tu fais avec la Belgique? Mais il dit, c'est les plus petits, c'est les plus. Voilà, c'est pas un grand pays. Il faut supporter les grands pays. Et pourquoi pas la Belgique? Donc, ce côté que j'ai comme ça, d'un peu souffre-douleur et défenseur des causes perdues, parce que voilà, voilà, et je me dis voilà, il faut que j'aille en Belgique, que j'aille voir ce pays dont papa parlait. Donc, personne, aucun de ma famille n'est venu en Belgique. Par contre, j'avais quelques connaissances qui étaient déjà venues en Belgique et qui disaient que c'était un beau pays. Est-ce un beau pays? Oui, j'ai beaucoup aimé la Belgique quand je suis arrivé. Euh, je pense que ça reste un pays où on peut se dire, voilà, qu'on vit bien, on y vit bien. Et moi, j'ai l'essentiel de ma vie ici. J'ai passé plus de temps en Belgique, Totalement. ouais, qu'au Cameroun où je suis né, quoi. Donc la Belgique, j'ai toujours déjà, j'ai la nationalité, mes enfants sont belges, tous mes enfants sont nés ici. Donc Mhm. je Comme considère que d'autres. c'est mon pays et je suis tranquille. D'ailleurs, euh, euh, j'ai eu un premier lit wallon et maintenant j'ai un second euh, flamand. Waouh, vrai belge. Tout le monde est là, les francophones, les néerlandophones. C'est une famille. Je me sens bien et je n'ai pas, je n'ai pas à me plaindre, franchement. Et je pense que ça a été, d'ailleurs, Ah, musicalement parlant, la Belgique. Je sais que vous avez commencé à travailler. Je connais l'épisode du Joker. Voilà. Voilà, des années plus tard. Et ce qui me touche dans votre histoire, c'est le temps. Avec l'épisode du Joker, où en fait votre première épouse, votre première compagne, voilà, vous l'offre et vous dit mais il faut que ce soit devenu rentable. Je me dis mais avec la vie que vous avez en venant de Kribi, l'épisode avec cette musicienne aveugle, non-voyante plutôt, c'est le nom, euh, toute cette expérience-là, vous arrivez en Belgique, vous faites le taf, vous faites votre vie, vous continuez avec ça, mais même, je ne sais pas si votre compagne, si vous n'avez pas offert le Joker, est-ce que vous l'aurez acheté pour vous? Je me dis que vous ne l'aurez pas absolument fait. pas. Voilà. Donc je me dis, j'ai la sensation de me dire, mais vous auriez pu passer à côté et je ne pense pas que vous auriez été quelqu'un de malheureux. Je pense que voilà, vous auriez continué voilà, à faire du. Donc je me dis, mais Je pense que ça vient d'une éducation aussi que nous avons eue, euh, ce côté résilient un peu, parce que on a un père qui a fait 6 ans de prison. Et ce que notre père nous a inculqué, c'est de toujours être soi. C'est le plus important.
il a eu, pour rapidement dire les choses, il a aussi eu certaines sollicitations en tant que péciste et tout, et après la prison, quand il fallait un peu négocier, peut-être, voilà. Il a toujours refusé ça parce il nous a appris à être des gens dignes, des gens intègres, et il nous a toujours dit de ne pas courir. Parce que Ne pas courir. quand on court, on peut être essoufflé, c'était vite. Et il nous a toujours dit que les choses, nous ne sommes pas, c'est pas, le temps, il est là, il faut pas courir. Il nous a toujours dit, tant que vous êtes sûr de vous et tant que vous faites ce que vous avez à faire, si les choses doivent arriver, elles viendront. Mais ne courez pas. Parce que dès que vous courez, vous vous rendrez compte que vous serez essoufflé et si vous voulez arriver au bout, on commence à prendre des raccourcis. Et et ces raccourcis-là sont souvent des compromissions. Et il nous a toujours dit que lui, ça a été, il dit, j'aurais eu une plus grande carrière, même au niveau politique, que j'ai été sollicité par Aïdjo, j'ai été machin, et non, je suis un technicien, je retourne au chemin de fer. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il leur a promis de ne plus faire la politique. Il a dit, voilà, je ne fais plus de politique. Et nous, on a grandi comme ça. Donc, on est des gens, mes frères et moi, on est beaucoup, et bon, ils auraient pu être beaucoup, beaucoup plus haut, mais on n'a jamais couru. Et peut-être que j'aurais regretté de n'avoir pas été musicien, parce que c'est finalement, à un moment, que je me suis dit, ben, en fait, si cette histoire-là me poursuit jusque maintenant, c'est que je dois comprendre elle est à moi, et c'est comme ça que j'abandonne. Quand je quitte Device pour aller aux États-Unis, je me dis, voilà, je vais faire de la musique, quoi qu'il arrive, et voilà, la musique m'a suffisamment aimé pour que même quand je l'ai oublié, les circonstances ont fait que on me ramène sans, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Et la seule chose à faire, voilà, c'est d'être moi-même. Et je n'ai jamais été plus heureux que d'être le musicien que je suis, qui n'est pas derrière une carrière spécifique. Je cherche pas une carrière, quoi que ce soit, mais seulement de faire de la musique, de pouvoir jouer, exécuter une pièce ou n'importe quoi, ça me donne un tel bonheur que je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc, je n'ai jamais dit que la carrière, je parle pas de carrière dans la musique. La musique, c'est vraiment comme un organe vital, comme ça fait partie de mon fonctionnement. Bon, merci si elle arrive à me faire m'occuper et prendre soin de ma famille, de mes enfants et tout et tout. Mais c'est le plus gros cadeau. C'est que je puisse être musicien, c'est que je puisse jouer de temps en temps. Parfois même, euh, 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 c'est- mon épouse me dit, mais c'est pas possible, tu joues quand on te voit jouer, mais tu es tellement dans ton truc, tu es heureux comme un malade alors que tu es tout seul. Tu n'as pas de public. J'ai dit, je n'ai pas besoin de public pour être heureux. Je suis content parce que et ça, ça m'apporte un tel bonheur que je me dis que oui, j'étais fait pour être ce que je suis et celui que je suis. Et maintenant, le reste appartient au reste. Moi, je suis musicien à la maison, je tourne, je vais à gauche, je vais à droite. Et merci Richard qui m'a permis de, 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 de me mettre au niveau international parce que c'est lui qui me rend musicien international, là. C'est lui qui me fait, grâce à lui que je voyage et le fait avec, parce que Richard est un homme, ce que je respecte, ne fait pas de faveur à qui que ce soit. Il trouve que tu peux faire quelque chose, que tu as de la valeur, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand Yves s'occupe de moi, je ne lui ai rien demandé, hein. Voilà, je vais donner un coup de pouce au frère. Il se trouve en plus que on se connaît un peu. Moi, je l'ai pas connu au Cameroun parce qu'il est beaucoup plus jeune, mais il venait nous voir jouer au basket, Il est passif. le collègue de la sœur. Ah oui, beaucoup plus jeune, voilà, non, il y a moins de 10 ans quand il y a moins de 10 ans. Oh oui, mais quand nous on jouait, il était encore petit, il venait nous jouer et il se trouve que ce soit mon idole. Voilà.
Et le premier vraiment contact et rapprochement que nous avons, c'est quand je vais faire sa masterclass à Nice, en France. Et c'est après, je le vois qu'on est côte à côte et qu'on parle et tout. Et puis, on s'est rencontrés à un festival de jazz à Comblain, ici, le tout premier festival de jazz en Belgique, qui a d'ailleurs aujourd'hui, ça n'existe plus. On s'est retrouvés là. Et c'est comme ça, petit à petit, que ça s'est construit. Mais je me suis dit, je ne peux pas avoir autant de signes et ne pas comprendre que je suis fait pour ça. Moi, je me suis toujours embêté dans les bureaux. Hein. C'est- je n'ai fait ça que pour, pour payer mes Pour vivre, factures oui. et pour vivre. Je me suis jamais plu. En plus, je- c'est, c'est, je suis un peu, comme j'ai dit, je suis le, le défenseur des causes perdues. Donc, c'est dans une multinationale américaine de plus de 700. On était au siège ici, je crois qu'on était 700 employés. Alors, moi, je me lance, je deviens délégué syndical. Ce qui n'existe pas dans l'esprit américain, quoi. Moi, j'ai toujours été ce type-là. Même dans la musique, je suis dans le, c'est ce qui est le plus important. Et un des reproches qu'on m'a d'ailleurs fait par rapport à mon album Jazz, quand j'ai décidé de faire du jazz, on m'a dit, mais on ne sent pas vraiment que c'est l'album d'un bassiste. Je dis, mais non, c'est l'album. Ah, j'ai pas besoin de me mettre en front parce que j'ai pas besoin de ça. Compte, j'aime qu'on écoute mes compositions parce que c'est vraiment c'est là où je m'éclate, quoi. C'est quand Mais est-ce que vous avez des doutes en tant que musicien? Non, des doutes tout simplement. Est-ce que est-ce qu'il vous arrive, après, hem, un concert ou même durant un concert de vous dire: «Ouh, je ne le sens pas trop», ou de vous tromper par rapport à ce que le public ressent ou qu'on vous dise, après: «Ah non, c'était formidable», alors que vous dites: «Ah non, non, je l'ai pas trop senti». Ou il y a des moments où vous avez écrit, vous avez voilà, je parle de là, je vous vous éclatez, mais on vous dit: «Ah, tu as été meilleur, c'était pas si bien que ça». Est-ce qu'il y a des moments aussi, vous avez, ce que j'appellerais le baby blues? Ou après avoir écrit, après avoir ça a été dur, voilà, vous avez, fait une composition, ça a été dur, mais voilà, mais vous aimez la voilà, je sais pas si voilà et après quand c'est fini, vous dites: «Oh, je sais pas si j'aurai encore la force de le refaire». Est-ce que ça, vous avez ce genre de baby blues, de doute durant voilà, parce que moi je disais, de désespoir où après je me dis: «Ah non, j'ai donné tout ce que j'avais, c'est fini là, je ne j'ai fi c'est je c'est voilà, j'ai vidé le puits et enfin il y a plus d'aspiration, c'est fini, je ne l'aurai plus». Ou est-ce que vous êtes plutôt calme en disant: «Oh non, c'est fait pour être là, ça va revenir»? Comment vous êtes angoissé, sûr de vous ou heu, comme moi totalement insupportable et totalement, voilà, dites-moi? de commencer. J'ai un premier groupe, dont je mets sur pied un premier groupe de musique pour jouer d'ailleurs. Et là, je sens la responsabilité. Et je me dis, oh, il faut que ça se passe bien. Là, effectivement, dans cette période-là, ben, je crois que ça s'est estompé. J'ai fait un festival qu'on appelait ici à l'époque le Jazz à Bruxelles, dans un club brésilien, le Canoa Quebrada. Et les deux soirées se sont tellement bien passées. Après, je me suis rendu compte que j'avais paniqué pour rien. Le public il a vraiment été cool avec nous. On a fait 4 heures chaque fois, 4 heures de concert et c'était génial. C'est même au point de composition à l'époque. Je me rappelle avoir fait Sol Makossa de Manu Dibango pendant 30 minutes. Mmh. 30 minutes? Pendant 30 minutes un morceau. Elle a fait là, Kuti, quoi. Mmh. Et les gens m'ont dit, mais tu sais que tu as joué mais, et là, je me suis dit, ah ben, si ça s'est bien passé là, c'est que c'est cool, quoi. Il faut plus en... Et j'ai tendance, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé, tout ce qui est de nature, à me foutre la trouille ou ne pas me mettre à l'aise, je le mets de côté. Allez, s'il y a des choses qui ne sont jamais vraiment une exigence chez moi, c'est de plaire.
à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Mhm. Je me dis toujours, je donne le meilleur de moi, je donne ce que je suis, et je m'attends tout à fait à ce que ça ne plaise pas aux gens, et que ça plaise à d'autres, que ça plaise à certains ou à d'autres. Donc, je n'attends pas d'être apprécié ou de ne pas l'être. Je fais juste ce que j'ai à faire. Et tant pis si ça passe, si ça passe pas, et tant mieux si ça passe. Donc j'ai appris comme ça à vraiment me délester de quoi que ce soit. Je n'ai aucune. D'ailleurs, tout le monde me dit, mais pourquoi tu es toujours si cool là? Tu ne stresses jamais. Je dis, j'ai pas à stresser. Je donne ce que j'ai à donner. S'ils sont venus me voir, c'est qu'ils veulent découvrir. Et quand on découvre, on peut découvrir des choses qui sont moins bonnes et d'autres qui sont bien. Et c'est pas de la faute de celui qui les présente, hein. Il ne présente que ce qu'il a. Donc, je me suis vraiment décidé de ne pas chercher ça. Je ne cherche ni la gloire, ni la notoriété, ni quoi que ce soit. C'est juste ce que j'ai. Moi, je suis content de faire ce que je fais. Je suis content de jouer de la musique. Je m'éclate. J'aime, d'ailleurs, j'écoute plus mes musiciens que je ne m'écoute. Donc, mes compos sont tels que quand j'entends des gens jouer mes compos, je suis en pleine euphorie, quoi. Je dis, ça, c'est ma composition, mais qui est exécutée par les gens. Et Mhm. je suis souvent étonné de voir comment les gens lisent mes compositions et comment est-ce que ça s'interprète chez eux parce que il suffit de changer de musicien, de changer d'arrangement et tout. Et chaque fois que les gens viennent s'exprimer dans mes compositions, dans ce qu'on appelle chez nous les solos d'instruments, un pianiste mais comment est-ce que il passe par là? C'est ce que ma musique, c'est comme ça que ma musique lui parle. Et c'est aussi comme ça que j'apprends et que je deviens de plus en plus. Donc, j'ai souvent fonctionné comme ça. Non, les craintes, c'est ça, c'est fini. Les doutes, je ne doute plus de rien. Bien, C'est bien. je ne doute plus de rien, même dans la vie en dehors de la musique. J'ai décidé de regarder les choses comme elles sont. En réalité nue, dans, dans comment elles se présentent, de ne considérer que ce que je vois et comme je le vois, sans interprétation, sans chercher parce que de toute façon, je n'y suis pas sûr. Je suis tellement limité que même quand je veux comprendre quelque chose, je ne comprendrai cette chose-là que par rapport aux limites que j'ai. Or, c'est l'univers. C'est un chaos. Et comment est-ce que, voilà, on dit un chaos ordonné. Certains appellent ça comme ça. Mais c'est, Je vois. Mhm. Mais vous savez, comme en général, on dit que les artistes aiment se faire mal, hein. Que voilà, pour prendre ce risque-là de créer quelque chose qui peut ne jamais être véritablement compris, apprécié, il faut vraiment aimer se faire mal. Moi, je le sais, c'est parfois très douloureux quand on a quelque chose en soi de le mettre au monde. C'est très compliqué. Mais enfin, pour parler du Brésil, cher patriarche Calvin, comment tout cela, à quel moment déjà, votre histoire avec le Brésil, on peut dire que c'est quand vous naissez, mais je ne vais pas le dire. Vous pouvez le dire, mais moi je ne le dirai pas comme ça. À quel moment est-ce que vous réalisez que vous êtes lié intimement avec le Brésil? Et quel impact ça a sur vous et sur votre vie? au fond de moi. Au fond de moi, il y a quelque chose qui parle brésilien. Déjà, ce premier livre de musique qu'on m'offre, c'est de la musique brésilienne. Puis je découvre la musique brésilienne par Tania Maria. Je découvre la musique brésilienne par Baden Powell, grand guitariste. Je suis seul à comprendre ce qui se passe. Je suis seul à l'écouter. Et les gens me disent, mais comment tu ressens ce truc-là? Je dis, mais vous voyez pas la beauté qu'il y a. D'ailleurs, quand je fais mon je fais mon premier festival ici, je joue La fille d'Ipanema et tout, et les Camerounais me disent, mais toi, toujours avec tes compositions brésiliennes là, mais à cette époque-là, je n'ai pas aucune. C'est vrai, je ne me souviens simplement pas. Mhm. Et voilà.
Il faut aller, parce que papa avait un tel honneur, une partie de sa génération, que c'est quelque chose qui lui a coûté beaucoup. Voilà. Mon existence, plusieurs fois, il me l'a dit. Et, et c'est quelque chose qu'on a toujours, au niveau de la famille, qu'on a toujours un peu. La seule chose qui m'énervait d'ailleurs, c'est de chaque fois me dire que je suis le fils de ma maman. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le quartier, bon, c'est bon. Mais bref, mais ma maman me fait rencontrer quelqu'un qui est un ami de son grand frère, médecin, en me disant, va le voir, que tu aies besoin de n'importe quoi, va le voir. Dis-lui juste, rappelle-lui juste une chose, c'est que tu es mon dernier né, mon dernier garçon. Et puis j'ai vu, on l'appelait l'Américain. Voilà. Sans savoir. Il m'a juste reposé la question, c'est tout ce qu'elle t'a dit? J'ai dit oui. Et puis, je suis même découragé parce que je commence un peu à flirter avec, je n'ai pas donné son nom, il y a une petite fille au lycée technique que j'adore et que j'aime et voilà. J'ai pas de sous pour lui offrir une glace le mercredi à la saladière et à Yaoundé. Donc je me dis, il faut quand même, voilà, maman m'a dit d'aller voir, voilà, l'Américain, et je vais le voir. Et je lui raconte un truc, un livre d'instruction civique. Donc, on avait des cours d'instruction civique, mais il n'y avait pas de livre, en fait. C'était, il n'y avait pas de livre, quoi. Et moi, je lui dis que, en plus, on est au troisième trimestre, c'est pas au troisième trimestre qu'on achète les livres. Donc, je vais le voir et je lui raconte un truc, il m'écoute, il m'écoute. Il m'a simplement dit, quand je lui dis, maman m'a dit de te rappeler que je suis son dernier garçon. Et je savais même pas pourquoi elle m'a dit ça, quoi. Il me dit, mais c'est tout ce qu'elle t'a dit? Je dis oui. Il ne dit plus rien. Puis à un moment, je me dis que mon truc a foiré. Et voilà, je ressortirai bredouille sans rien. Et je lui dis, ben, moi, je m'en vais. Et puis il m'a sorti un billet de 10 000. Il me dit, mais vas-y. 10 000 francs à l'époque. À l'époque, oui. J'ai dépensé cet argent-là le même soir parce qu'il fallait pas que je rentre à la maison avec autant d'argent. C'était, forcément, j'avais volé cet argent-là. Je pouvais même pas m'en défendre, quoi. Donc, ce qu'on appelle les pousseurs chez nous, là, un pousseur qui passe, je donne, je suis resté peut-être avec 300 francs dans ma poche sur la limite. Et c'est comme ça. Donc, je vois ce bonhomme-là, je n'en sais rien. Et en Belgique, j'ai une tante qui est diplomate, je ne vais pas donner son nom, paix à son âme, qui est décédée. Quelqu'un qui meurt au Cameroun, tel, non, c'est même pas accidentel, c'est un meurtre. Et cet homme-là, on m'a dit qu'on était presque tout. Donc, moi, je dis, je parle de cette histoire-là. Elle me dit, oh, écoute, je vais quand même te dire ça. Parce qu'en tout temps, quand je suis arrivé en Belgique, quand elle est venue en Belgique, moi, je suis jamais allé lui dire bonjour. Elle m'a aidé, hein, elle m'a aidé avec aussi, elle m'a donné. Je suis à elle et un autre tonton, donc, un autre tonton qui vient de se marier, oui, après, et tout, bon, bref. Et c'est là où on me dit que, voilà, il s'est passé, et là, je me souviens qu'effectivement, à un moment, on m'avait demandé d'aller voir un certain monsieur. Mais vous avez quel âge à ce moment-là, quand vous apprenez la vérité? Ah, c'était en 2000, donc j'avais 38 ans. À 38 ans? 38 ans. Mais je peux vous assurer que depuis 12-13 ans, il y a beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Sur quoi? Si c'est pas trop intime. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi me dit-on toujours que je suis le fils de maman? Un jeune oncle, un des plus jeunes, me dit aussi ça un jour. Il me pose la question, il me demande, mais quel est le parmi vous le préféré de ton papa? Moi, je dis, bah, naturellement, c'est moi. Je suis
C'est moi qui rentre dans son champ, il me dit, ah, mais non, pas toi, parce que toi, tu es le fils de ta maman. J'ai entendu des choses comme ça. Et puis une fois, de chez nous, même les oncles qui étaient déjà ministres, secrétaires d'État, quand on parlait de lui, c'était le grand frère qui a d'ailleurs, qui vient de partir, qui a été ministre des Finances. Et quand il rentre de France, c'est papa qui va dédouaner sa voiture et tout. Donc c'était, voilà. J'étais tellement fier de ce type-là. Je voulais tellement lui ressembler que je lui volais ses vieilles lunettes. Je lui volais ses vieilles lunettes et je les mettais. Et en plus, dès qu'on me disait que je lui ressemblais, c'est comme si on m'avait, voilà. Donc et puis quand ça arrive, je me dis, oh, c'est pas vrai. Malheureusement, à ce moment-là, je n'ai plus de ce monde. Et ça a été un choc. Vous pensez qu'il savait? Si, il savait. Il savait très bien. Il savait. Il a même voulu m'adopter. Mais ce n'était pas possible. Déjà, ma famille maternelle n'a pas voulu. Eh ben, parce que c'était, à l'époque, c'était pas bien vu, hein. C'était pas du tout bien vu et ça a aussi été un fardeau qu'a apporté ma maman jusqu'à cette. Jusqu'à la fin. Quand on regarde ça d'aujourd'hui, il n'y Mhm. a rien de plus normal. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est banal. C'est banal. Mais à cette époque, c'était pas juste Oui. que ma maman en a souffert. Et je pense que c'est de là que vient la polygamie de papa. Mhm. Oui. Bah oui. Et ce côté-là, je suis avec vous. Absolument. Et alors, voyage au Brésil, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, qu'est-ce que ça change pour vous qu'il y a voilà, est-ce que vous vous sentez chez vous au Brésil? Je n'ai pas dû aller au Brésil pour me sentir au Brésil. Premier, il y a comme ça ce qu'on appelle les synchronicités. Premier festival. Je viens à peine de décider de dire, voilà, puisqu'on m'a demandé de rentabiliser la guitare, donc je vais former un groupe, puis je vais essayer de voir comment me produire. Le premier festival que je fais, qui est dans toute la ville de Bruxelles, c'est dans voilà, tous les cafés, tous les clubs et même les hôtels et même les Mmh. places, dans la grande place, tout, il y a des orchestres qui jouent. C'est vraiment le week-end du jazz Mmh. en Belgique. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Et on me fait jouer dans un club brésilien, Canoa Quebrada. Je l'ai pas choisi, on m'a su. Il paraît qu'on propose les orchestres et les musiques et on me dit, tu vas aller jouer au Canoa Quebrada. Dans mes compositions, naturellement, je fais des bossa nova et des samba comme ça. Naturellement, je n'ai encore aucune indication par rapport à une filiation quelconque, quoi. Je le fais comme ça parce que je le ressens, c'est juste naturel chez moi. Donc ici, j'ai déjà une copine que j'ai eue en Belgique et qui est la maman de ma première fille, de ma fille aînée, m'a toujours pris pour un Brésilien. J'avais beau lui dire, et je venais d'arriver en Belgique, hein, elle me dit, mais non, tout le monde dit que tu es Brésilien. Je ne sais pas. Ça reste un mystère. Il disait, quand j'ai parlé de toi, les gens qui t'ont vu, ils disent que tu es brésilien.
Et je ne comprends pas. Et même à cette époque-là, bon, le Brésil, à part le football et la musique, bon, on n'avait pas grand-chose. Je ne m'y intéresse même pas beaucoup. Ouais, ouais. Bon, l'époque de Pelé est passée. Quand on était petit, on parlait de Pelé, mais nous, on n'a jamais vu jouer Pelé, quoi. Mhm. Et, et quand cette histoire-là arrive en 2000, c'est là où mon côté brésilien se réveille, et pas encore tout à fait. Donc, je fais un album en 2000 que j'ai d'ailleurs fait très nord-américain. Là, c'était funk avec. J'ai associé à ce projet-là euh, les deux frères gospel, le chanteur de gospel, DJ Liquin, et son frère Emmanuel Job. Ils sont venus faire les voix et tout. Je vais aux États-Unis. Et quand j'arrive aux États-Unis, je suis pris en charge par Alpha. Mhm. Elle me parle aussi du Brésil. Elle me parle aussi du Brésil, mais pas en bien. Mhm. Pas en bien. Elle me dit que tout, mais ça ne me dit rien. Je crois qu'avec le ton, avec tout, je me suis dit, ben voilà, je vais exprimer ma vie. Ça dit, je prends un raccourci là. Je vais décrire ma vie parce que le seul langage que je connaisse et que j'aime et peut-être que je maîtrise, c'est la musique. Donc, je vais parler de ma vie, mais en musique. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre-là, Brasil para mim. Et voilà. C'est aussi, je pense que ça a pensé beaucoup de plaies. Cet album a pensé beaucoup de plaies, qui étaient béantes, hein. Bon, Parce bien que écoutez, j'imagine. j'ai mal vécu. D'ailleurs, si je décide de quitter mon boulot et que j'arrête de travailler aussi, c'est parce que je me dis, ben voilà, tant qu'à faire, je fais ce qui me plaît, et voilà. Mhm. J'ai plus, je ne paye plus à rien, je n'attends Mhm. plus, je me mets plus sous pression d'avoir une grande carrière professionnelle et tout ce qu'on veut, là. Je veux juste vivre, être heureux, faire ce que j'aime et ça, c'est la musique. Ça m'a vraiment décidé à ce moment-là. Et comme la première, mon premier passage aux États-Unis ne s'était pas bien passé. Mhm. Ouais, bon, je vais pas entrer dans les détails. C'est un monde qui ne me correspond pas, qui ne correspond pas à voilà. Et je me suis dit, je rentre en Belgique. Et je suis revenu en Belgique et je me suis reconstruit, mais je me suis reconstruit en tant que Brésilien. Brésilien, Et belge. ouais, et belge. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'intègre et comme c'est la seule, couche de, 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 que que je ne connais pas encore très bien, c'est elle maintenant que je vais découvrir et que je vais essayer de définir. Et voilà. Et c'est comme ça que je fais cet album, qui n'est d'ailleurs pas très, il y a comme ça c'est même très camerounais, hein, cet album. Il est très, très, très camerounais. Et je suis passé j'ai été inspiré par, Baden Powell, qui a dit que la samba venait du Congo. Et dans ma démarche, quand je suis arrivé à Bahia, à Salvador, que j'ai écouté les répétitions des groupes de folklore et machin, de percussion et même de samba pour le, pour le carnaval, mais j'ai retrouvé le Cameroun dedans. Tout dans la musique traditionnelle, les choring et tout ça, mais j'ai dit, mais c'est très camerounais, ça. Des trucs on dirait de l'ambasibé, on dirait, et j'ai trouvé, alors quand je voyais les groupes de percussion, du carnaval, il y avait les Zoulous, il y avait les Yoruba, il y avait je dis, mais et ces gens se réclament en fait, ils ne la revendiquent même pas. C'est une fierté énorme à Salvador Bahia, hein. C'est une fierté énorme partout. D'ailleurs, il y a les maisons, la maison africaine, parce que dans toutes les grandes villes, Casa do et c'est quelque chose dont on est fier.
Et ça m'a vraiment marqué de me dire, je suis entré dans un truc, je vois, en fait, ça vient du Bénin, ces danses-là et tout, et on était tous. Donc, moi, je me suis dit, je vais donc essayer de travailler en me disant que ces musiques-là sont parties de chez nous, elles ont traversé, sont arrivées là. Et moi, je veux faire ce parcours. Moi, elles sont parties de chez nous pour arriver samba au Brésil. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon album Brasil pra mim. Ce que ça signifie. Non, parce qu'on ça va faire, on peut parler des heures, on peut parler des heures, on peut parler des heures. Mais j'ai envie de vous ramener au Cameroun, de vous ramener au Cameroun. Et je me dis que si il faut apprendre quelque chose de votre expérience camerounaise, c'est justement, c'est ce qu'on me disait. Il y a une dame, je pense qu'on a probablement des gens qu'on connaît en commun, voilà, dont je ne vais pas citer de nom. Il y a une dame qui me disait, pour moi, les aînés ont toujours raison, ils n'ont jamais tort, donc voilà. Donc en général, c'est ça. Donc quand il faut toujours accepter, l'enfant doit toujours voilà, quand le parent dit c'est ça, on ne dit rien, les aînés c'est ceci, c'est cela. Avec votre vécu, René Calvin, si vous aviez, disons, patriarche d'un certain âge qui va certainement, je ne sais pas si si vous êtes camerounais dans ce sens-là, où on se dit que on va retourner au village à la fin avec les enfants vont rester en Belgique, que vous serez en 90 ans quelque part au village en train de faire, voilà, de parler avec les ancêtres peut-être. Si vous avez l'opportunité les moyens surtout, de contribuer à ce Cameroun-là et cette Afrique-là qui est en train de se créer, et qu'on vous disait, OK, qu'est-ce que vous feriez avec la musique et en tirant les leçons de votre éducation? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont peut-être pas votre résilience à vous, parce que l'époque n'est plus la même, et puis je pense que voilà. Est-ce qu'on apprend encore, est-ce qu'on a encore la patience? Est-ce qu'on sait encore que le temps, l'effort, qu'il y a pas de raccourci et qu'à la fin, voilà, qu'est-ce que vous aimez? Comment est-ce que vous voyez cette dernière partie de votre vie avec, en étant beaucoup plus léger, en sachant d'où vous venez, en ayant encore, je sais, de très, très belles choses à nous offrir musicalement. Comment est-ce que vous voyez cela? Si vous retournez au Cameroun, comment est-ce que vous relirez, voilà, votre expérience, racines, camerounaise, brésilienne, nationalité belge? Peut-être, vieillesse je ne sais pas, je suis présomptueux. Vieillesse, camerounaise, peut-être attribuée à Saint-Mélima, je ne sais pas. Ou juste à Yaoundé, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous direz, voilà, qu'est-ce que le patriarche René Calvin aimerait, comment il aimerait vivre sa jeunesse? Et qu'est-ce qu'il aimerait, véritablement léguer non seulement à ses enfants, certainement ses petits-enfants bientôt, mais à ce monde-là qui est en train de se déconstruire et qui est on est en train de s'éloigner les uns des autres. Ce sera ma dernière question et prenez tout le temps que vous voulez. Ouais, c'est une très belle question. C'est très importante parce que, d'ailleurs, à mon âge, on y pense vraiment. Et j'y pense beaucoup. Je suis, non, j'ai un exemple. C'est celui de Eco Roosevelt. Mmh. C'est, je veux finir ma vie. Et si je rêve de finir ma vie, d'une certaine manière, ce sera un peu comme Eco Roosevelt. C'est-à-dire, Mmh. à crédit. Mmh. Bon, la mer, à manger de poisson, des crevettes et tout. Et, du point de vue, euh, musical, vraiment, mais je ne sais pas comment. J'aurais une académie que la musique et le sport dans Mmh. l'éducation nationale, que ce soit vraiment quelque chose de très important. Et puis à un niveau beaucoup plus global, beaucoup plus large,
je suis, et je répète toujours ce que dit le professeur Obenga, puisque moi, je ne pense pas seulement le Cameroun en tant que Cameroun, je pense le Cameroun en tant qu'Afrique. Et l'Afrique de demain, c'est-à-dire un panafricaniste, dans, dans le sens le plus profond de, et je crois qu'avant d'être africain, que nous devons d'abord asseoir cela, être africain. Et j'ai un slogan, désoccidentaliser l'Afrique. Désoccidentaliser l'Afrique, c'est la seule qui nous a été présentée, ce qui est une forme d'aliénation qui nous a amenés dans des trucs aujourd'hui que nous ne maîtrisons pas. Pas nous qui faisons les règles du jeu. Comment voulez-vous vous épanouir, vous affranchir dans un truc comme ça? Que ce qu'on nous a présenté comme les grands thèmes, démocratie, pour moi, ce n'est pas, oui, il y avait une forme de démocratie, la vraie et authentique. Les panafricanistes nous le disent, qu'on a vécu comme ça. Mais celle qui est dans le monde de la conquête, dans le monde de la puissance et tout, et celle qu'on nous présente là, ce n'est qu'un jeu. Un jeu dans lequel les règles ne nous appartiennent pas. Dans les jeux de pouvoir, 1000 façons de corrompre l'élite. Voilà. Moi, je n'ai jamais réfléchi et pensé l'Afrique en tant que entité comme ça, un peu séparate, tel pays, parce qu'on ne sera jamais fort, on ne gagnera jamais rien comme ça. Ça a été fait à dessein. Et ça a été fait pour nous désolidariser les uns des autres, nous rendre faibles, vulnérables. Donc, et c'est ce genre de civilisation. Et dans cette civilisation, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment ça fonctionne le pouvoir? Moi, j'ai toujours dit que les hommes puissants, ce qu'on appelle des hommes puissants à tous les étages de puissance, ils n'ont pas d'ethnie, ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de patrie, ils n'ont pas. La seule logique, c'est leur puissance et soumettre les autres. Vous soumettre en vous racontant de très très belles choses, présentant des choses qui vous amènent à ne plus réfléchir, à ne plus être conscient du fait que vous êtes dominé, du fait que vous êtes... Et en plus, si votre élite, on la prend en vous la présentant comme le meilleur exemple. Donc tout le monde va aller dans cette direction-là, alors que c'est une direction en fait qui n'est que de la moutonnerie. C'est pour ça que je déconstruis même le système, l'école et tout. Je crois qu'à l'époque de nos aïeux, de nos ancêtres, on apprenait bien plus de choses, des choses les plus importantes. On avait aussi la science. Mais aujourd'hui, ce côté élite, j'aime pas ce mot-là. C'est quelque chose qui me... Moi, je crois que j'ai été bien plus sage avec mes grands-parents au village quand ils nous racontaient, quand on avait des contes, quand ils nous contaient, et que ce que j'ai appris à l'école, et qui aujourd'hui, parfois, pour la plupart, s'avère être des choses qui ne sont pas, justement, parce qu'il y a un monde dominant et un monde dominé. Pour moi, l'Afrique, je sais pas combien de temps ça va prendre, nous ne devons plus être dans ce modèle. Et c'est comme ça que je vois l'Afrique de demain. Est-ce que j'aurai assez de temps? Est-ce que je pourrais voir le début de ce changement-là? Non. Nous sommes le continent qui, je pense, essentiellement cet Occident. Donc, il faut un moment que nous nous reconstruisions. Mais pour ça, enlever le voile, le grand voile qu'on nous a mis devant les yeux et qui nous a complètement désorientés. Je suis allé faire 2 fois le festival Cotonou couleur jazz. Et on m'a montré là où, en parlant justement du Brésil et des esclaves qui allaient
en Haïti, il y avait un arbre, grand arbre, où les hommes devaient faire 9 fois le tour Mhm. pour leur enlever leur âme humaine. Voilà. Et l'actualité aujourd'hui n'a pas changé. Il y a Mhm. certains que j'ai trouvé tellement insultants que je me suis demandé si nous n'ont pas voir les oreilles, comment peut-on être encore capable de nous insulter, de nous dire que nous ne sommes pas des hommes, des êtres humains. Ce discours-là, pour moi, devait révolter toute l'élite africaine. Mais je comprends aussi que ce ne sont pas des choses. La réalité du pouvoir n'est pas. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai lu le livre du président Gbagbo et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est difficile d'être un dirigeant africain. Très, très, très compliqué. Donc, pour moi, je crois que l'avenir de l'Afrique, si nous le voulons, si nous voulons euh, euh, redevenir qui nous sommes, c'est de nous désoccidentaliser complètement. Je sais pas ce que ça va coûter, je sais pas ce que ça va donner, et voilà. Donc, si je rentre en Afrique, musicalement, si j'ai la possibilité de le faire, d'ailleurs, moi j'ai tous mes enfants, hein, ceux qui font du basket, ceux qui font la musique et tout. Je crois que là, ce que je peux faire au Cameroun, c'est laisser les enfants. Parce que je pense que le langage, tu veux dire que, comme disait Miles Davis, la musique, c'est le langage de Dieu. Et Je dirais une chose. Pour terminer, ça sera une belle manière de conclure. Je pense à René Calvin en toute sincérité, qu'il y a des histoires qui s'écrivent toutes seules. Votre histoire, je suis sincère, je ne suis pas, c'est pas parce que vous êtes là devant moi. Je n'ai même pas besoin, je sais qu'il y a des chapitres que je ne maîtrise pas, qu'il y a des détails que je n'ai pas, que c'est très profond. Mais elle est pas toute faite, mais elle est là. On va arrêter là. Je vous remercie